Bonjour tout le monde et bienvenue sur Espoir et Dignité TV, votre chaîne de réflexion et de débat libre. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre expert, Dr Anas Abdoun, pour évoquer avec lui un sujet au cœur des enjeux économiques et géopolitiques mondiaux, la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis autour des terres rares. Ces métaux indispensables à nos technologies modernes, de nos smartphones aux éoliens, en passant par les véhicules électriques et les équipements militaires. Merci infiniment, Dr Abdoul, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation, toujours un plaisir. Merci beaucoup. J'aimerais bien commencer avec cette tentative de comprendre les enjeux. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'en sont exactement les terres rares et pourquoi elles sont si stratégiques aujourd'hui? Pourquoi la Chine détient-elle une position dominante dans la production mondiale de ces minéraux? En quoi cette situation confère-t-elle à Pékin un pouvoir d'influence global? Alors merci pour l'invitation et pour les questions. Alors pour la première question, alors les terres rares, ce qu'on appelle globalement les terres rares, c'est un petit peu des métaux, c'est 17 éléments qui ont une propriété un petit peu magnétique, optique, catalytique, vraiment particulière. Bon, ça c'est un petit peu technique, mais en fait, c'est des métaux qu'on utilise beaucoup dans ce qu'on appelle la nouvelle industrie et la nouvelle économie. C'est-à-dire que vous avez dans les mutations économiques des nouvelles types de production, des nouvelles technologies qui appellent souvent des nouvelles ressources. Et donc, maîtriser ces ressources, c'est aussi maîtriser la production industrielle en aval. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces métaux rares-là sont beaucoup utilisés, vous l'avez dit dans le préambule de votre question, sur les véhicules électriques, sur le solaire, sur l'éolien, sur l'ensemble des smartphones et des ordinateurs portables. Et donc, c'est des éléments indispensables un petit peu sur le caractère de cette nouvelle économie, donc axée sur le numérique. Mais là où ça devient, je dirais, elle a une propriété stratégique, parce qu'il faut savoir, vous savez, dans beaucoup de pays, les terres rares sont considérées comme une ressource stratégique nationale, et donc qui fait vraiment preuve de régulation particulière et de contrôle particulier. Et pourquoi? C'est parce qu'elle touche deux domaines qui sont de l'ordre de la stratégie et de l'ordre de la souveraineté aussi. Le premier, effectivement, c'est tout ce qui est les puces et les semi-conducteurs, qui sont en fait des éléments indispensables dans les serveurs, dans les éléments graphiques et aussi dans l'intelligence artificielle. Et on sait aujourd'hui qu'avec la mutation économique et numérique que l'on connaît, l'intelligence artificielle va être l'élément qui va dominer la nouvelle économie. C'est-à-dire la révolution de l'intelligence artificielle est l'équivalent de la révolution de l'Internet à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Et donc, maîtriser l'intelligence artificielle, c'est aussi maîtriser, bien sûr, avoir recours à un certain nombre de chercheurs, des développeurs d'intelligence, effectivement, pour alimenter cette nouvelle industrie et cette nouvelle technologie, mais c'est aussi augmenter la puissance de calcul. Et la puissance de calcul vient d'un certain nombre de métaux et donc de terres rares. Et donc les maîtriser, c'est aussi avoir un avantage compétitif dans la course à l'intelligence artificielle. Et celui qui a un avantage dans l'intelligence artificielle, en fait, a un avantage sur les mutations économiques que l'on a. Et donc vous maîtrisez un petit peu la ressource qui maîtrise la technologie, qui va maîtriser l'économie de demain. Ça, c'est la première des choses, ce pourquoi les terres rares sont un élément stratégique, on en parle beaucoup. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, vous le disiez aussi, c'est un élément très important dans l'industrie militaire. Aujourd'hui, la sophistication pardon, des matériaux militaires, notamment au niveau de l'aviation, un avion comme le F-35, sur sa furtivité, sur ses analyses radars, sur les missiles guidés, tout ça regorge effectivement d'électronique et de puces électroniques qui utilisent les terres rares. Et donc avoir aussi le contrôle de cette ressource vers une industrie militaire qui va de plus en plus aussi dans la technologie et dans l'analyse numérique, ce qui vous donne un gain de compétitivité en termes de combat, en termes de puissance militaire. Ça aussi, effectivement, maîtriser les terres rares, c'est maîtriser cette technologie en amont. Et donc, ça vous donne aussi un avantage sur la course à l'armement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on parle beaucoup de ces terres rares, parce que c'est un composant qui inonde un petit peu la nouvelle industrie et la nouvelle économie, dont deux secteurs stratégiques, l'intelligence artificielle et l'armement.
Je crois qu'il y avait donc la deuxième question, si je me rappelle bien, c'est, alors pourquoi la Chine? Guerre commerciale et rivalité stratégique, j'aimerais bien comprendre comment, depuis la guerre commerciale lancée sous Donald Trump, comment cette rivalité s'est-elle transformée, s'est aggravée. Peut-on dire que les terres rares sont devenues une arme géopolitique pour la Chine face aux États-Unis? Et quelle est la stratégie américaine pour tenter de réduire cette dépendance vis-à-vis de la Chine? Alors déjà, il faut bien comprendre pourquoi lorsqu'on parle de terres rares, on parle souvent, de la Chine. C'est parce que la Chine a un avantage géographique un peu, intéressant et considérable, c'est que dans ce qu'on appelle globalement les terres rares, elle maîtrise 70 de la production mondiale des terres rares et dans ce qu'on appelle le raffinage de ces terres rares, donc dans la transformation, elle détient 90%, si vous voulez, du raffinage mondial des terres rares. Et donc, en fait, la nature a doté la Chine ou les terres chinoises de l'ensemble de ces métaux stratégiques. Et donc, aujourd'hui, ça crée un déséquilibre extrêmement important. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette polémique là en octobre, c'est qu'il y a eu une communication de la part du gouvernement chinois qui disait vouloir contrôler et restreindre des réglementations sur l'export. Ça, à la rigueur, c'est pas quelque chose de nouveau et d'extraordinaire en réalité. Je veux dire, vous avez effectivement, la Chine avait déjà émis un certain nombre de licences de contrôle d'exportation des terres rares, c'est pas nouveau. Et puis vous avez d'autres pays qui le font. La Russie, à un moment donné, a limité les exportations de blé quand elle considérait que le marché était en danger, ou de produits raffinés, par exemple. Là où il y a une vraie particularité, c'est que dans cette licence chinoise récente, c'est que les contrôles sont non seulement sur les terres rares qu'elle produit et qu'elle raffine, mais aussi sur les composants qui ont des terres rares qui viennent hors de Chine, qui ont été produits hors de Chine, mais qui contiennent des technologies chinoises. Et pourquoi c'est une révolution? Parce que ça veut dire que c'est la première fois que les Chinois jouent un jeu que seuls les Américains faisaient dans l'histoire, c'est l'extraterritorialité du droit chinois. Avant, il n'y avait que les Américains qui pouvaient, par exemple, bloquer. On a vu cette séquence où on avait des avions de chasse européens qui étaient bloqués à l'export parce qu'ils avaient des composants américains et que le département a dit, moi, s'il y a des composants américains, je peux bloquer. C'est l'extraterritorialité du droit américain. Il n'y avait que les États-Unis, du fait de leur taille économique, du fait de la puissance de leur monnaie, du fait de l'influence qu'ils ont, qui pouvaient faire cette extraterritorialité. Là, c'est la première fois qu'on voit les Chinois faire la même chose, en plus sur un terrain stratégique, et c'est pour ça qu'on voit un petit peu les États-Unis sortir de ces gonds et cette menace de Donald Trump sur la taxation et la guerre économique, j'y reviendrai. Pourquoi on est en fait face à une rivalité géopolitique? Parce que nous avons deux puissances hégémoniques, les États-Unis et la Chine. Et donc chacun, effectivement, essaye d'avoir un avantage, notamment sur le positionnement des chaînes de valeur de l'économie, pour avoir un avantage sur l'autre, bien qu'il y ait de la dépendance mutuelle. Ce qui est intéressant, c'est que si l'on remonte à partir, par exemple, des années 2000, dans la captation des ressources stratégiques, à l'époque, c'était simplement les hydrocarbures, le pétrole, le gaz, le carburant, eh bien, les États-Unis avaient étaient logés aux mêmes enseignes que la Chine, c'est-à-dire les deux avaient besoin de sécuriser leur chaîne d'approvisionnement et les deux ne produisaient pas du pétrole et du gaz. Sauf qu'il y a eu la révolution en 2014-2015 sur la technologie d'extraction du schiste et d'un coup, on a vu effectivement le pétrole et le gaz de schiste qu'on savait présents aux États-Unis, on savait l'extraire à un prix compétitif. Pourquoi c'est intéressant? Parce que d'un coup, dans cette course à la captation de richesses entre la Chine et les États-Unis, nous avions les États-Unis qui, à partir de 2019, étaient exportateurs nets d'énergie, donc ils étaient stratégiquement beaucoup plus souverains sur les ressources stratégiques comme le pétrole et le gaz, tandis que de l'autre côté, on avait la Chine qui était devenue, à partir de 2010, le premier importateur mondial d'hydrocarbures. Et donc, il y avait ce déséquilibre. Et là, dans la mutation de l'économie, dans la mutation technologique que connaissent nos industries, les terres rares ne remplacent pas le pétrole et le gaz, mais deviennent aussi stratégiques que le pétrole et le gaz. Et là, par contre, l'effet est inverse, c'est-à-dire qu'on a la Chine qui détient 70% de la production et l'extraction, 90% du raffinage, et donc rattrape un petit peu son gap stratégique avec les États-Unis. Donc la tentative qu'a fait à ce moment-là
de Donald Trump, c'est effectivement jouer cette carte de la guerre commerciale qui est un petit peu un pari très risqué. Parce que si l'on regarde un petit peu les éléments d'échange économique entre la Chine et les États-Unis, on voit que sur la Chine, qui est une très grande puissance exportatrice, la part de ses exportations qui vont vers la Chine aussi entre 14 et 15%. Et en même temps, on voit sur que la part d'importation des produits chinois qui viennent aux États-Unis aussi entre 14 et 15%. Donc, si on fait de l'analyse simplement de la balance commerciale des deux pays, on peut dire qu'ils ont un niveau d'interdépendance plutôt égal. Sauf que le système de production de toute la tech et de la Silicon Valley utilise les terres rares que la Chine produit. Et puis globalement, les smartphones, l'ensemble du tissu de l'industrie de la production américaine est très dépendante de la Chine, sachant qu'il y a le risque de l'inflation qui est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont quand même dans une crise inflationniste. On se souvient un petit peu de ce conflit entre le président Trump et le directeur le président de la Banque fédérale américaine, et donc le directeur de la Banque fédérale américaine, pardon, et donc parce qu'il y a une vraie dynamique d'inflation. Et donc, l'idée, c'est de faire une taxe, menacer de faire une taxe de 100% à l'encontre de la Chine, c'est forcément avoir un impact sur la hausse des prix aux États-Unis. Et là, on a vu effectivement deux séquençages entre un Donald Trump qui était extrêmement vindicatif, c'est-à-dire ce que fait la Chine en termes de tentatives de contrôle des ressources de terres rares, c'est de la provocation et donc je menace de faire 100% de taxation sur les importations, donc ce qu'on appelle les barrières tarifaires et douanières. Et puis dans un deuxième temps, on voit Donald Trump qui semble retrouver la raison et dire moi je suis sûr que je vais pouvoir trouver un accord avec Xi Jinping, on va pouvoir négocier, etc. Ce qu'il ne faut pas exclure aussi, on a là une tentative chinoise de faire deux signaux politiques. Le premier, c'est de dire dorénavant, la Chine a une prédominance économique, industrielle et une influence politique pour rentrer dans la logique de l'extraterritorialité juridique. Les États-Unis le font, dorénavant, nous allons le faire, et donc on commence à envoyer le signal. Préparez-vous. Le deuxième signal aussi, c'est de dire, dans l'idée d'une négociation qui devait avoir lieu entre les États-Unis et la Chine, justement sur l'équilibrage des politiques commerciales entre les États-Unis et la Chine, et bien montrer effectivement que la Chine a une capacité de nuisance très importante et une capacité de nuisance stratégique. Parce qu'il faut bien comprendre, pour que nos spectateurs comprennent un petit peu la domination d'une matière et son impact sur le marché, c'est exactement ce qui s'est passé, si vous voulez, avec la voiture électrique en Europe. C'est-à-dire que la technologie allait vers la batterie électrique et la voiture électrique. La législation a suivi, notamment celle de la Commission européenne, a suivi effectivement le caractère de progrès technique et technologique, sauf qu'on ne se rendait pas compte que ceux qui avaient les matières qui produisaient la batterie électrique, c'était en fait en Chine. Et on voyait tout de suite maintenant dans la maîtrise technique et technologique de la batterie électrique, les Chinois sont devant les Européens et sont devant les Américains. Et donc l'impact, c'est que dans l'industrie automobile, qui est pourtant le fer de lance de l'industrie en Europe et celle qui emploie le plus d'ailleurs de salariés, eh ben on se retrouve concurrencé face à des véhicules chinois qui sont techniquement et technologiquement supérieurs et en même temps un prix beaucoup plus compétitif. Ce qui est ce qu'on a déjà du mal à accepter dans l'industrie automobile, d'où effectivement les tarifs douaniers, commerciaux et les hausses de droits de douane de la part de la Commission européenne vis-à-vis de la Chine. On a du mal à l'accepter. On veut encore moins que ce soit le cas pour les industries stratégiques, notamment sur le militaire, notamment sur l'intelligence artificielle, notamment sur les semi-conducteurs, parce que là, ça signerait un gap technique et technologique de la Chine qui serait très difficilement rattrapable par les Européens. C'est pour cela que j'aimerais comprendre les implications économiques et environnementales. Quelles seront les conséquences économiques de cette rivalité sur les marchés mondiaux? Et en plus de ça, l'exploitation des terres rares a aussi un coût sur l'environnement, un coût considérable. Quel est Oui, alors effectivement, sur l'impact économique, on a vu d'ailleurs à l'annonce de cette nouvelle directive chinoise, effectivement, les marchés un petit peu s'affolaient parce qu'on a eu la directive chinoise et la menace de taxation de 100% de droits de douane de la part de l'administration Trump. Et donc, on a vu effectivement, on a vu les
les entreprises qui étaient spécialisées dans les terres rares, effectivement, voir leurs actions et leurs cours complètement décoller. On a vu effectivement les entreprises effectivement qui étaient exportatrices chinoises qui étaient exportatrices aux États-Unis, voire au contraire leur cours baisser, mais qui n'étaient pas liés aux terres rares. On a vu un petit peu les mêmes phénomènes un petit peu aux États-Unis. Et puis on a eu aussi une entreprise qui est australienne, qui s'appelle Linas, effectivement, qui est aussi spécialisée sur les questions d'extraction de minerais stratégiques, qui est aussi en lien avec les États-Unis, parce qu'il y avait un plan de reconfiguration. C'est-à-dire l'idée, c'est que les États-Unis avaient, la Chine, pardon, était tellement prédominante qu'il fallait trouver des partenaires stratégiques. Et il y a eu une alliance un petit peu stratégique entre les États-Unis et l'Australie. Et donc, on a vu un petit peu ces mouvements-là. Ce qu'est en train de se dire le marché, c'est quel va être le repositionnement. Au-delà de la posture politique et au-delà de la posture stratégique, si cette directive est confirmée, si la guerre commerciale qui en découle, en tout cas la menace de la guerre commerciale qui en découle est confirmée, quel va être le repositionnement de toute la chaîne de valeur? C'est-à-dire où est-ce que les Chinois vont exporter? Est-ce qu'il va y avoir des pays tiers qui vont apporter effectivement les terres rares pour les réexporter? Et donc là, comme ce qu'on a vu un petit peu vous savez, dans les systèmes de sanctions russes, on a vu toute une sanction contre le pétrole et les biens et les produits raffinés, donc carburant russe. On a vu toute une, un dessin effectivement de la chaîne de valeur se redessiner, c'est-à-dire au lieu d'exporter les biens de Russie vers l'Union européenne, ils allaient soit en Inde, soit au Moyen-Orient, ils étaient raffinés, blendés, mélangés, et on les renvoyait effectivement en, en Europe. On a vu des pays de l'Indonésie qui étaient pourtant des importateurs nets d'énergie réexportés vers la Chine, donc on comprenait qu'ils importaient beaucoup plus vers la Russie. Et donc toute cette reconfiguration-là, le marché en ce moment essaye de déterminer quelle va être la reconfiguration, je dirais, stratégique, quels vont être les corridors, les ports et les États qui vont être les gagnants et quels vont être les ports, les corridors et les États qui vont être perdants dans cette nouvelle chaîne de valeur. Sur la question de l'extraction, effectivement, c'est une industrie qui est polluante pour les sols dans cette logique extractive, mais là encore, comme c'est le cas pour le gaz de schiste ou le pétrole bitumineux au Canada, comme c'est le cas pour le cobalt ou l'extraction de l'uranium, toutes les extractions sont polluantes et mauvaises pour l'environnement, mais les logiques économiques priment toujours, malheureusement ou heureusement, dépendamment du camp qui est le vôtre, sur les réalités environnementales. Docteur Abdoul, ma dernière question concernant les perspectives à venir. Pensez-vous qu'une nouvelle guerre froide technologique est en train de se dessiner entre les deux puissances? Quelle opportunité ou risque cela représente-t-il pour les pays émergents et pour l'Afrique notamment? Alors effectivement, est-ce qu'on va vers une nouvelle guerre froide sur le plan de la course à la technologie? Ça a toujours été le cas, hein. La Chine était toujours dans un effet de rattrapage quand on regarde les données sur le dépôt de brevets, sur le budget de la recherche et développement, dans l'industrie militaire aussi. La Chine a connu ces 20 dernières années des croissances considérables en termes de progrès considérables sur la recherche et développement. Et on estime aujourd'hui que la plupart dans la recherche globale, que ce soit dans le médical, le biomédical, la pharmaceutique, etc. Bon, les Chinois ont rattrapé aujourd'hui leur retard. Il leur manquait les points stratégiques. Le point stratégique sur lequel il y a encore un retard objectif, c'est l'industrie militaire. Et encore, on estime que lorsqu'il y a eu effectivement cet incident au Pakistan, entre la rivalité entre le Pakistan et l'Inde, et qu'on a vu un J-10 chinois éventuellement abattre un Rafale français, on s'est dit finalement le gap technologique est peut-être pas si élevé que ça. En tout cas, il existe un gap avec les Américains, notamment sur les avions de 5e génération et les futurs avions de 6e génération. Là, la maîtrise effectivement d'un certain nombre le rattrapage technologique, l'investissement de la recherche et développement, la coopération avec les Russes aussi, parce qu'ils sont dans une situation économique qui fait qu'ils sont obligés de faire de transferts de technologie là où ils étaient plus réticents à le faire. Tout ça fait qu'il y a un rattrapage et donc on a une vraie course maintenant dans technologique, une guerre froide technologique, on peut le dire, mais qui va se concentrer à mon avis sur 2 points. Parce que sur le plan global de la recherche, du développement, de la production des cerveaux, etc., les États-Unis et la Chine jouent à armes égales maintenant. Il y a maintenant 2 points qui sont considérables. C'est l'intelligence artificielle parce que c'est le combat de demain. Et on sait déjà qu'il y a 2 mastodontes en tête qui sont les Américains et les Chinois.
Ça, c'est intéressant. Et donc, la puissance de calcul joue un rôle aussi, parce que les deux produisent des chercheurs, les deux produisent des experts en intelligence artificielle, les deux misent énormément d'argent et d'investissement sur les deux secteurs. La différence de la Chine, c'est qu'elle, effectivement, comme elle maîtrise mieux, si vous voulez, la production et le raffinage, et ben, techniquement, en cas de guerre commerciale, elle peut davantage bloquer les exportations et mettre davantage sur la puissance de calcul que les États-Unis. C'est une thèse, en tout cas. Et donc, ça, c'est un point. Et la technologie militaire, effectivement, qui est aussi liée aux semi-conducteurs. Et donc, c'est sur ces deux points-là où c'est intéressant parce que, à partir du moment où la Chine rattrape le gap sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que toutes les technologies et de développement numérique et économique qui en découlent, les Chinois seront dorénavant leaders. Et à partir du moment où vous rattrapez au niveau militaire, ben finalement, la prédominance américaine aujourd'hui, bien sûr que l'économie américaine se porte mieux et beaucoup plus importante que la Chine, mais c'est sa prédominance militaire qui fait qu'elle a un poids stratégique et géostratégique plus important. Et donc là, on risque de voir un rééquilibrage géopolitique conséquent. Maintenant, sur les conséquences bonnes ou mauvaises pour le continent africain, en réalité, ou le tiers-monde, en réalité, elles sont plutôt bonnes. C'est-à-dire que d'habitude, effectivement, le tiers-monde ou le sud global est le parent pauvre de cette rivalité entre les grandes puissances. Et là, c'est plutôt le contraire. On se souvient que on a vu dans le premier mandat de Donald Trump était totalement désintéressé de l'Afrique. C'était pour lui un continent qui ne compte pas et de manière très méprisante. C'était Le mépris total, oui. Le mépris total. Oui, c'est ça, le mépris total. Il avait utilisé un terme, je ne sais plus si c'était Brown countries ou quelque chose comme ça, en gros, qui disait des pays qui ne valent pas, si vous voulez, stratégiquement. Et puis, deuxième mandat, on a un revirement surprenant, c'est-à-dire qu'on voit maintenant Donald Trump qui, effectivement, s'immisce dans cette rivalité, cette guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, et qui scelle un accord. Pourquoi il scelle un accord? C'est pas parce que il espérait avoir le prix Nobel de la paix, ou tout du moins, c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que la République démocratique du Congo est un pays qui regorge de 75% de la production de cobalt au monde. C'est un pays stratégique dont l'ensemble des grands pôles de puissance veulent avoir une influence et veulent commercer avec la République démocratique du Congo. Vous aviez, je ne sais pas si vous vous souveniez, le 9 juillet dernier, la Maison-Blanche qui avait invité 5 chefs d'État africains, c'était le Libéria, le Sénégal, le Gabon, la Mauritanie, la Guinée-Bissau. Pourquoi ces 5 pays et pas d'autres? C'était 5 pays qui regorgeaient de métaux stratégiques et de métaux rares dans leur sol et dans leur sous-sol. Et donc là, il y a pour le continent africain la possibilité de s'asseoir sur la table de Washington, chose qui était importante surtout après la suppression des programmes de l'USAID par l'administration américaine. On se souvient que Trump a dit l'aide au développement, j'arrête. Ça a eu un impact socio-économique important dans un certain nombre de pays. Là, non seulement ils reviennent, mais ils reviennent pas, ils reviennent par la grande porte, ils reviennent sur des négociations stratégiques. Et puis c'est intéressant parce que l'Afrique, en fait, est un carrefour qui est au cœur des rivalités de ces 3 pôles de puissance, qui sont l'Europe, la Chine, les États-Unis, dans une moindre mesure, la Russie aussi. On a vu effectivement ces dernières années les Français quitter le Sahel et perdent notamment l'uranium du Niger, qui était très important pour la production des centrales nucléaires françaises. On a vu les Russes venir et proposer un pacte sécuritaire en échange de l'exploitation des minerais d'or. Minerais d'or avant qui appartenaient d'ailleurs à la Chine. Donc même si c'est des partenaires stratégiques, ce sont des rivalités sur le terrain africain. Et donc les Russes ont pris des contrats aux Chinois et les Chinois n'ont pas du tout apprécié. Et puis là, on arrive effectivement avec une nouvelle administration américaine qui découvre que le continent africain regorge de cette matière première. Et c'est intéressant parce que dans ce que je disais tout à l'heure, la captation des ressources, 70% de la production, 90% du raffinage, si vous voulez rééquilibrer, à titre d'exemple, les États-Unis, c'est à peu près 16%. Par rapport aux 70% chinoises. Et donc, si vous voulez rééquilibrer, si vous voulez être compétitif, vous devez jouer malgré vous la carte du multilatéralisme. Et là, elle ne se fera pas avec les pays de l'Union européenne qui n'ont pas ces ressources, elle se fera avec les pays africains. Et donc, on a aussi les pays africains qui ont beaucoup évolué dans leur rapport à leur gouvernance, sur leur gestion des contrats économiques et sur la rigueur de leurs négociations commerciales. Eh bien, vous avez aujourd'hui des pays africains qui sont convoités
par les États-Unis, par l'Union européenne, par la Russie et par la Chine, et qui jouent habilement effectivement de cette rivalité pour maximiser les intérêts de l'État. On a vu par exemple que la République démocratique du Congo a augmenté par 3 fois la part de l'État dans la part de production du cobalt, par exemple. C'est un exemple, et on peut même imaginer effectivement une organisation effectivement des pays producteurs de métaux rares africains, un peu sur le modèle de l'OPEP, qui a été fait par le Venezuela et l'Arabie Saoudite. Et là, on aurait effectivement un bloc qui aurait une influence géoéconomique beaucoup plus importante que ce que la valeur du PIB leur donne. Et donc, on est dans un moment charnière où, effectivement, si les chefs d'État africains capitalisent sur leur expérience, sur les dynamiques économiques, sur la redistribution de la chaîne de valeur dans laquelle aujourd'hui ils vont être foncièrement partie prenante, ils peuvent effectivement jouer la carte de l'intérêt stratégique et rentrer véritablement dans la cour des grands à travers leurs ressources stratégiques de terres rares. Merci, Dr. Anas Abdoun, pour cet éclairage passionnant sur un enjeu qui est aussi complexe que déterminant pour notre avenir collectif, cette rivalité entre la Chine et les États-Unis autour des terres rares illustre bien comment la technologie, l'économie et la géopolitique sont désormais étroitement liées. Mesdames, Messieurs, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Espoir et Dignité TV, Voix libre. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de continuer à nourrir la réflexion pour un monde plus juste, plus libre et plus digne. Merci beaucoup, Dr. Abdoun, et à bientôt. Merci.